Avez-vous déjà entendu le nom de Gengis Khan? Mais surtout, que connaissez-vous de lui? Pour certains, cet empereur mongol est un barbare, un guerrier sanguinaire. Gengis Khan, prince du vent, unifia les tribus nomades, révolutionna leurs tactiques de guerre et massacra des civilisations entières. Temujin fait exécuter tous les ravisseurs, y compris les femmes et les enfants. Gengis Khan descend des steppes du Nord avec une armée ne dépassant pas les 100 000 hommes. Et en un instant, il extermine le royaume de Khwarezm. La guerre est également psychologique. Cultivant la terreur, les Mongols brisent la volonté de combattre chez leurs ennemis. Au cours des années qui vont suivre, la Chine va perdre le tiers de sa population. Many believe his story is simple, that he was the incarnation of evil, a brutal barbarian who butchered millions. Ce que vous venez d'entendre décrit une personnalité terrifiante. Car la manière de raconter l'histoire est parfois dictée par des choix politiques. Parfois, l'histoire sert à taire une réalité, ici, celle de l'empire nomade mongol. L'histoire de cet empire, Marie Favreau en est spécialiste. L'historienne a commencé à s'intéresser à Gengis Khan et son empire pendant ses études, quand elle a découvert qu'elle n'avait presque jamais entendu parler de cette époque. J'ai découvert en 3e année à l'université, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai jamais entendu parler d'une époque mongole des principautés russes. Donc ça a été un peu ce qui m'a entraînée sur ce grand chemin sur lequel je suis toujours en fait à vrai dire, de l'étude de l'empire mongol, la découverte de cet empire. Aujourd'hui, à l'université, mes étudiants sont passionnés par la période mongole. Je pense qu'ils sont passionnés par cette période d'abord parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, c'est un peu comme moi à l'époque. Ensuite, je pense que ce qui leur plaît, c'est le fait que les frontières ne sont pas celles qu'on imagine, c'est-à-dire que les frontières religieuses, les frontières géographiques, les frontières culturelles, tout est changé quand on travaille sur l'empire mongol. En France et un peu partout dans le monde, les ouvrages qui traitent de Gengis Khan le présentent comme, je cite, « le loup des plaines » et ses combattants sont décrits comme les cavaliers du diable. Gengis Khan, en France, est connu comme étant quelqu'un qui aurait eu des origines plutôt pauvres et socialement complexes. Il est présenté souvent comme quelqu'un qui n'était pas au pouvoir, qui a dû batailler pour être au pouvoir. Il est souvent mis en avant les conflits dans sa famille, le fait qu'il aurait été amené à se battre et à assassiner son demi-frère, le fait qu'il aurait donc été dans un climat de violence, dans une solitude dans sa jeunesse, qu'il aurait été mis au banc de sa propre société. Et puis, souvent, ce qui est mis en avant dans les récits français, c'est le fait que, sortant presque de nulle part, il arrive à constituer un pouvoir qui devient de plus en plus fort, qu'on n'explique pas forcément. On enchaîne les dates de bataille sans que nous puissions vraiment comprendre pourquoi une bataille s'enchaîne à une autre. Et on finit par dire qu'il est parti à la conquête du monde, alors que, très clairement, il avait des intérêts contingents qui étaient très différents de ceux qu'on imagine être la conquête du monde. Et par ailleurs, ce qui est mis en avant dans les sources, c'est sa cruauté, sa dureté, sa violence. Et c'est ce qui est en tout cas souligné dans les ouvrages un peu populaires français, qui méconnaissent peut-être certaines subtilités en fait, de l'histoire de Gengis Khan. Madame l'ambassadrice de Mongolie en France, Ulambayar Nyangku, se souvient qu'à l'école, en Mongolie, la figure de Gengis Khan était la plupart du temps partiellement évoquée. Je me rappelle qu'à ma jeunesse, dans l'école secondaire, l'histoire de la Mongolie concernant l'Empire mongol, concernant l'époque de Gengis Khan du XIIIe siècle n'était pas aussi claire que d'aujourd'hui. Et donc, c'était dans les manuels scolaires très peu raconté. Jusqu'à 1990, en réalité, les Mongols n'avaient pas le droit de mentionner son nom
Donc, c'est depuis l'ouverture au monde, depuis la démocratie, depuis la transition démocratique, que la Mongolie, les autorités mongoles, les scientifiques et les citoyens ordinaires ont pu avoir ce droit d'étudier, ce droit de parler, ce droit de revendiquer l'histoire de Gengis Khan. C'est donc une vision politique de l'histoire. Bien après la mort de Gengis Khan au XIIIe siècle et la dislocation de l'Empire mongol 2 siècles plus tard, qui a mené à ce traitement de la figure du souverain. C'est quand même un personnage historique, c'est pas un mythe. Marie Favreau. Moi, je reviens souvent sur ce point-là en disant on a des sources assez claires sur le personnage. Ces 30 dernières années, les travaux des historiens ont permis de rééquilibrer la perception de Gengis Khan. Et là, on découvre que d'abord, il venait sans doute d'un lignage important, donc il était de l'aristocratie des steppes, il venait pas de nulle part. On sait maintenant que Gengis Khan est né sous le nom de Temujin, autour de 1162 dans la vallée de l'Onon, au nord de l'actuelle Mongolie. Selon les croyances des peuples des steppes, Gengis naît sous de bonnes auspices puisque le jour de sa naissance correspond à une victoire militaire de son père. S'il s'est battu d'une certaine manière pour arriver au pouvoir, c'était quelque chose de relativement normal à l'époque parce que dans les empires des steppes et chez les Mongols, il n'y avait pas de primogéniture, c'est-à-dire que le fils aîné n'est pas censé spécialement succéder à son père. Il est fiancé à 9 ans, en vue d'un mariage hautement stratégique qui scelle une alliance de long terme entre plusieurs peuples de la steppe. Or, lui, il s'est retrouvé dans une situation où probablement son père est mort quand il était très jeune. Donc, il n'était pas en position de régner de toute façon. Un enfant de 10 ans, c'était peut-être son cas à l'époque, 9, 10, 11 ans, on ne sait pas très bien, n'est pas amené à régner dans le cadre des peuples des steppes parce qu'on veut quelqu'un qui soit capable d'aller au combat, qui soit capable aussi de prendre des décisions pour des adultes. Donc, un enfant roi, ça ne marche pas. Temujin n'est pas le fils d'une corde d'arc. Temujin n'est pas l'enfant d'une pointe de flèche. Temujin est le fils de la mère Olun. Temujin est l'héritier de la noble histoire. En fait, finalement, quand on regarde la période du XIIe siècle, on se rend compte à quel point c'est normal que Gengis Khan, au départ, n'ait pas eu le pouvoir et qu'il ait eu quand même à s'imposer. Ensuite, autre chose aussi, il n'est pas si isolé que ça. En réalité, les Mongols, c'est des populations qui sont en contact avec plein d'autres populations d'Asie centrale. Contrairement à ce qu'on pense, les Mongols sont en contact avec des bouddhistes, des musulmans, de très nombreux chrétiens dans les régions de l'Est de l'Asie à la fin du XIIe siècle. Donc, ce n'est pas une région isolée du tout. Donc ça fait aussi, je pense, un autre élément à prendre en compte. Et puis, enfin, Gengis Khan lui-même a certainement voyagé. Il connaissait certainement le nord de la Chine. Peut-être parlait-il d'autres langues que le mongol, c'est pas impossible. Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui sort de nulle part. Dès l'adolescence, le jeune Temujin tisse des alliances. À 17 ou 18 ans, il est déjà un fier guerrier et fonde une armée solide. Il cherche à fédérer autour d'un groupe, celui des Mongols, et veut que cette appartenance supplante toute autre forme de loyauté, même celle du lignage. Au fil des années, avec son armée, ils vaincront de nombreux peuples, dont les Tatars. Après chaque victoire, Temujin accueille ses anciens ennemis au sein de ses troupes et partage les butins. Par rapport à la guerre, à sa prétendue cruauté, ce qui est certain, c'est que ce qu'il met en avant dans son combat politique, c'est au contraire du combat militaire, c'est plutôt la négociation et l'habileté à créer une forme de cohésion sociale. Et c'est ça qui l'intéresse. Et il fait bien comprendre qu'une ville rasée, totalement détruite, c'est un échec. En 1204, il est devenu le guerrier le plus respecté de toute la steppe orientale, avec une nouvelle victoire au combat. Mais c'est en 1206, à l'âge de 44 ans, que Temujin devient Gengis Khan, littéralement souverain universel, fort, féroce et sans peur. Il est désormais l'unique Khan, comprenez dirigeant ou roi, Khan des peuples et le plus puissant des souverains. Dans l'immense steppe beige comme un dos de gazelle, il a monté sa yourte semblable où son rond est blanc. Parmi le déluge des chevaux,
il a préparé ses 2 coursiers frères à la rosée d'argent. Il a disposé l'âme maîtresse de son pays natal en trépied de feu, soutenu par les 4 colonnes protectrices de sa lignée. Il a hissé les piliers de son état fondateur à la coupole de sa yourte, affirmant ainsi le foyer de la Mongolie souveraine. Sous Gengis Khan, l'empire nomade mongol s'étend bien au-delà des frontières de la Mongolie actuelle. Il inclut la majorité des territoires chinois, russes, mais aussi de l'Iran, une partie de la Turquie, le Kazakhstan, l'Ukraine, bref, l'empire mongol nomade construit par Gengis Khan est immense. C'est peut-être ce concept d'empire nomade, d'empire mouvant, qui nous déconcerte le plus dans notre culture occidentale. En réalité, Marie Favreau. Quand on travaille sur le XIIIe, XIVe siècle, on réalise à quel point les nomades sont des organisateurs d'État, en fait. Donc, même si, évidemment, leurs conditions de vie sont différentes de celles des sédentaires, néanmoins, ils ont des formes d'organisation qui sont de l'ordre de l'État. Mais en fait, quand on regarde les sources, on a plein de textes et d'objets qui nous parlent d'une période, déjà dès la deuxième moitié du XIIIe siècle et tout au long du XIVe siècle, une période où se situent une grande créativité, de nombreuses inventions. C'est intéressant que ça se passe sous les pouvoirs mongols et c'est pas par hasard. C'est-à-dire que les Mongols mettent en présence des cultures intellectuelles, des pratiques artisanales complètement différentes entre la Chine, l'Iran, la Russie, mais aussi d'autres populations nomades. Ils mettent en présence des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et ils les forcent à travailler ensemble, pas forcément de manière altruiste du tout, mais je veux dire dans l'idée de créer un empire, etc. Mais ce qui est tout à fait remarquable dans les productions textiles, dans les productions de métal, dans les productions d'objets aussi liés à l'orfèvrerie, dans les productions de peinture, dans les productions de manuscrits à l'époque mongole, c'est une forme de liberté de ton. C'est-à-dire qu'ils n'imposent pas un classicisme. Ils ne sont pas à la recherche de l'excellence classique qui peut se produire dans certains contextes culturels. Eux, ce qui les intéresse, c'est plus dans la combinaison, la nouveauté, la surprise. Donc, ils vont forcer, en fait, les divers artisans et artistes et intellectuels et scientifiques de leurs États à travailler ensemble et ça va donner des productions assez incroyables. Et ce que je trouve, moi, qui m'a énormément surprise, finalement, c'est que je me suis rendu compte que dans nos histoires de mondialisation, dans nos histoires sur l'Eurasie, on avait beaucoup de choses sur la période précédente jusqu'au XIIIe. Ensuite, on disait, avec l'arrivée des Mongols, c'était un peu le moment des grandes dévastations, etc. Ensuite, au XIVe, on arrivait vite à parler de la peste noire et donc encore à nouveau de périodes liées à la destruction et de périodes sombres. Et puis ensuite, on arrivait au début de l'ère moderne à ce qu'on appelle la période des grandes découvertes, avec des grands guillemets, on est bien d'accord. Et en fait, finalement, la période mongole n'avait pas sa place quand il était question de connaissance du monde, de sciences, de cartographie, de pensée historique, de vivre ensemble, de nouvelles législations, etc. Or, les sources sont là pour nous montrer qu'au contraire, les Mongols ont énormément travaillé à ce que leurs sujets puissent s'accommoder les uns aux autres de plein de manières différentes. Pour moi, je m'attendais absolument pas à trouver autant d'informations, autant d'objets, autant de données sur cette incroyable période des XIIIe, XIVe siècles, qui montre aussi, qui explique beaucoup comment la période, ce qu'on appelle la période moderne, a pu aussi prendre forme sur ce terreau mongol, en fait. Ainsi, Gengis Khan est un empereur beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il est favorable à une union des peuples portée par le commerce, les échanges, la communication et le partage. Les routes de la soie de l'empire mongol s'étendent tout le long de son territoire. Gengis Khan est fasciné par les nombreuses religions pratiquées dans tout l'empire. Et le peuple mongol entretient un rapport très particulier à la nature. Les Mongols avaient vraiment un rapport très fort à la nature, un rapport qui peut être un rapport de symbiose d'une certaine manière, dans la mesure où ils sont habitués à vivre dans des environnements naturels, dans l'attente, et à se déplacer aussi en fonction des problèmes climatiques, des intempéries, à prévoir. Donc il y a toute une stratégie sociale qui est de prévoir les intempéries, de prévoir les problèmes climatiques, qui est un enjeu essentiel quand on est nomade, qui explique leur déplacement. Ça va les mener quasi à une démarche scientifique dans leur rapport à la nature. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont constituer leur empire et avoir les moyens
aussi en réunissant des savants autour d'eux, d'avoir une meilleure connaissance du monde, ils vont les pousser à faire des traités scientifiques sur la cartographie, bien sûr, mais ça va être aussi la botanique, ça va être aussi l'agronomie. Donc les Mongols s'intéressent énormément à l'agriculture, contrairement à ce qu'on peut imaginer comme ils sont nomades. Et ils poussent en fait les intellectuels et les savants qui travaillent pour eux, qu'ils soient chinois, persans, arabes, n'importe, à travailler la question de l'agronomie, à travailler les questions aussi de possibilités de développement, par exemple de nouvelles sortes de riz, qui est connu déjà en Chine, mais qui vont essayer d'implanter en Iran. Ils essayent de faire des comme ça, c'est assez intéressant, des échanges en fait, ou des transplantations de culture d'une région à l'autre, avec un certain nombre d'échecs, incontestablement, mais en même temps, c'est une créativité qui est assez incroyable. Et ils vont le faire avec des fruits aussi, avec des légumes aussi. Donc la culture culinaire change énormément. À la fin du XIIIe au XIVe siècle, c'est une expression de cet intérêt des Mongols pour les mélanges, pour les boutures, etc., cette curiosité. C'est vrai que les Mongols ont a priori relativement peu de tabous alimentaires. Ça montre aussi que, du coup, dans leur calendrier, dans l'année, ils ont relativement peu de restrictions aux différents types de viande, aux différents types de légumes, etc. Donc, ils vont aussi être assez ouverts sur les essais culinaires. Et puis, enfin, ils vont développer toute une culture des herbes parce qu'on a cette image, et elle n'est pas fausse, des nomades mangeant beaucoup de viande. Les Mongols, c'était leur cas, avaient souvent des problèmes de maladies liées à la goutte, etc., à l'alimentation trop carnée, en particulier les souverains. Mais pour corriger ou pour guérir ou pour se protéger quand même de cette alimentation trop carnée, ils vont à la fois donc avoir une période l'été où ils vont boire énormément de ce qu'on appelle koumis ou aïrak, le lait de jument fermenté, qui est une boisson, une forme de yaourt si vous voulez, qui va en fait apporter un nombre de nutriments et de compléments, de vitamines, etc., qui permet de rétablir un peu leur régime extrêmement carné à d'autres périodes de l'année. Toute cette connaissance liée à la nature, ces désirs, ces goûts liés à l'alimentation, ça va avoir un effet sur la production artisanale, sur la production de céramique et la vaisselle. C'est hyper intéressant pour nous d'étudier la vaisselle qu'utilisaient les Mongols, alors à différents niveaux de la société, dans quel type de plat ils mangeaient. Parce que ça vous dit plein de choses d'une société. Est-ce qu'on mange dans des grands plats? Est-ce qu'on mange dans des petits plats? Et donc, en fait, ils font encore une fois la symbiose entre les petits plats, tout petits récipients chinois, on va dire, pour dire un peu rapidement, et les immenses plats du monde centra-asiatique islamique. Eux, ils vont faire un peu une sorte de lien entre les deux. Et ils vont développer une vaisselle un peu à eux, quoi, en fait, qui va circuler après même jusque dans les cours occidentales. On connaît tous la porcelaine bleue et blanche. On l'associe plutôt en général à la Chine ou à l'Iran. Mais en fait, c'est une porcelaine bleue et blanche. Ces plats bleus et blancs sont vraiment nés à la période mongole. Une vingtaine d'années après la mort de Gengis Khan, en 1227, les récits de ses exploits commencent à s'écrire, notamment dans l'ouvrage « L'histoire secrète des Mongols ». 800 ans plus tard, le musée d'histoire de Nantes a décidé de lui consacrer une exposition intitulée « Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde ». Pour Bertrand Guillet, son commissaire général et directeur du musée, cette exposition dit beaucoup de la Mongolie actuelle. Elle dit beaucoup de choses, je pense. Elle dit sa modernité. Elle vient contrecarrer peut-être certains stéréotypes. Moi, je pense à la steppe immuable avec des gens qui vivent depuis des millénaires. Voilà, de la même façon. Je pense que elle vient dire autre chose. Elle vient dire aussi que c'est un peuple qui a construit des choses extrêmement importantes pour l'histoire de l'humanité. Tolérance religieuse, par exemple. Aujourd'hui, on vit avec des réalités religieuses. Prenons l'exemple du bouddhisme tibétain et du Dalai Lama. Le Dalai Lama est une invention des Mongols. Donc elle dit beaucoup de choses de ce qui est de la place des Mongols aujourd'hui dans ce qu'on peut considérer être l'histoire de l'humanité. Et puis elle dit aussi beaucoup de choses sur nos sujets contemporains. Elle dit des choses sur la mondialisation, elle dit des choses sur les crises climatiques, elle dit des choses sur les grandes pandémies. Et je crois que lire ce que des hommes et des femmes ont pu vivre il y a maintenant 800 ans et ce que nous vivons aujourd'hui, je trouve que c'est plein d'enseignements. Aux prochaines générations, il n'a pas voulu de mal. Misère devint sécheresse, l'Onon n'a pas tari. La Mongolie de Gengis a été fatiguée, désespérée, désintégrée.
La Mongolie bleue, la tienne, a vaincu, prospéré, rayonné. Quoique Gengis a plané tel Garuda, sur le front du monde âgé, érodé par le feu et l'eau, écrit « Mongol » avec la pointe de son sabre en acier. On pourrait dire beaucoup de choses entre le conquérant, le grand administrateur, une personnalité sensible aux idées, une personnalité sensible aux faits religieux, mais je crois que ce que je retiendrai plus de mon expérience de l'exposition, ce que j'avais pas complètement mesuré au début, c'est véritablement ce que représente Gengis Khan pour une grande partie des populations de l'Eurasie actuelle, et notamment de la Mongolie. C'est vraiment un personnage plus que... je crois qu'il n'y a pas de mot, plus que charismatique, plus que fédérateur, plus que tutélaire. Il a une aura quasiment religieuse. Et de toute façon, quand on approche avec les Mongols la question de sa sépulture, du lieu de la sépulture, de la dimension sacrée que peut avoir celui-là, là on sent bien qu'on touche à du sacré, justement, ouais, à autre chose. Temujin n'est pas le fils d'une corde d'arc. C'était Les Mémoires vives, un podcast du Musée d'Histoire de Nantes. Temujin n'est pas l'enfant d'une pointe de flèche. Écrit par Nina Pareja, réalisé par Mona Delahaye et produit par Slate Studio. Temujin est le fils de la mère Elun. L'exposition Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde, est à voir au Musée d'Histoire de Nantes jusqu'au 5 mai 2024. Temujin est l'héritier de la noble histoire.